Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez les livres du jour, Trésors en poche, dirigé par Anne Brassier, diffusés en direct jeudi 3 décembre 2015 de 10h45 à 11h45. Ils sont diffusés en différé dans l'après-midi de 14h à 15h, vendredi 4 de 6h à 7h, samedi 5 de 19h à 20h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ces livres du jour sont réalisés par Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Olivier Renet, vous êtes un grand amateur de Flaubert et vous nous faites découvrir un Flaubert assez méconnu. Comment vous-même êtes-vous devenu cet amateur passionné de Flaubert? Vous habitez Rouen? Oui, j'habite à Rouen et je tenais donc à vous saluer et à vous remercier de m'accueillir dans votre émission. C'est normal. Nous avons des auditeurs en Normandie. Pas beaucoup à Rouen, parce que je crois que la radio s'entend très mal à Rouen. Alors, je n'ai pas la radio, malheureusement. Je n'ai pas la télévision non plus. Donc, je suis un peu. Non, mais je ne peux pas être un bon. On nous entend beaucoup mieux au Havre. Oui. Et je salue les auditeurs havrais, qui sont de grands amis. Alors, comment est-ce que vous êtes tombé dans cette adoration de Flaubert? Alors, c'est en fait un concours de circonstances. Alors, c'est d'abord un voyage en Égypte, une découverte de l'Égypte, et puis aussi, je me suis aperçu de l'étendue de mon ignorance, qu'en allant de temple en temple, je me demandais où j'étais, qu'est-ce que voulaient bien dire toutes ces inscriptions. Et donc, je suis revenu d'Égypte avec une grande gifle, et je me suis dit, bon, mon père Olivier, il serait peut-être temps de t'occuper de ta culture générale. Et donc, de fil en aiguille, je me suis... Est-ce qu'on dit votre premier métier? Parce que c'est quand même très intéressant, votre métier. Alors, moi, je suis cinémagicien, donc c'est en référence au travail qu'a réalisé Georges Méliès, qui est en fait le premier cinémagicien, puisqu'il a racheté le théâtre Robert-Houdin, et en rachetant le théâtre Robert-Houdin, donc il donnait des spectacles de magie dans ce théâtre. Il a d'ailleurs sauvé la collection fabuleuse des automates et des horloges magique de Robert-Houdin, et il faisait aussi des projections de lanternes magiques. Et ce qui s'est passé de tout à fait intéressant, c'est que dans l'immeuble où se trouvait le théâtre Robert-Houdin, il y avait au-dessus les Frères Lumière. Et donc, ils se voyaient régulièrement, et forcément, dès que les Frères Lumière ont mis en place, ont inventé leur projecteur caméra, la première caméra, eh bien, on en parlait à Méliès, viens voir notre invention. Alors Méliès, lui, tout de suite, a vu l'intérêt d'associer donc le cinéma au spectacle. Oui. Bon gré mal gré, parce que les Frères Lumière n'étaient pas d'accord pour céder leur appareil pour tout ce qui était du spectacle. Il fallait que ça reste dans le cadre scientifique. Mais bon, Méliès a insisté, a déposé son propre brevet, sa propre caméra, et c'est lui qui a réalisé le premier studio de cinéma, les effets spéciaux, etc. Et c'est pour ça, comme il est magicien et qu'il s'est intéressé, il a fait du cinéma, on l'a appelé Méliès le cinémagicien. Voilà. Alors j'ai envie de remonter plus haut, mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé à la cinémagie? Alors après, bon, il y a énormément de voyages. Je pense que j'ai passé la moitié de ma vie à l'étranger. Donc, 10 ans en Afrique. Quand on va en Rhodésie, quand on visite les chutes de Victoria, qu'on va au Mozambique, qu'on survole X fois l'Afrique dans l'eau en large, on voit le désert, le Kilimandjaro, etc. Bon, ça ouvre l'imagination, ça ouvre les portes de l'imagination. Et très vite, on s'intéresse à tout ce qui est fantastique et entre autres à la magie. D'accord, très bien. Alors donc Flaubert, vous êtes allé voir son voyage en Égypte. Alors, j'ai construit
une exposition qui s'intitule Le Voyage en Égypte de Gustave Flaubert et de Maxime Ducamp, suite au voyage en Égypte que j'ai réalisé. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressé à Gustave Flaubert. Et il y avait aussi un élément qui était un atout pour moi dans ce cadre-là, c'est que Flaubert rencontrait un mage oriental proche de Philae. Donc il y avait un lien avec mon travail de magicien. Philae, c'est ce temple absolument merveilleux. Voilà, c'est sur cette île. Sur cette île qui a été sauvée. Qui a été sauvée. Donc l'île de Philae n'existe plus telle qu'elle était à l'époque de Flaubert, mais elle a été déplacée à cause du barrage. Voilà, Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, comme Flaubert a effectivement rencontré un mage oriental, et qu'il y a cet épisode croustillant de la rencontre de Ducamp et Flaubert avec ce mage oriental, je me suis dit que c'était un moyen de travailler un sujet, à la fois une exposition, un spectacle de mentalisme, et une conférence, un film, parce que bon, je réalise aussi des films, et quelque chose de complet autour de l'œuvre de Flaubert, et tout particulièrement son voyage en Égypte. Et c'est en présentant ça au musée Flaubert que j'ai, en visitant le musée, observé des symboles maçonniques un peu partout, et il y a quelque chose qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est les deux momies du musée Flaubert. Alors il y a une momie ptoléméenne, donc une femme, et juste au-dessus il y a une autre momie que Flaubert a rapporté d'Égypte. Alors je ne pense pas que non, ça n'a pas été rapporté par Flaubert, cette momie. Flaubert a ramené des mains de momies, mais il n'a pas ramené une momie entière. Il a ramené des mains de momies qu'il a trouvées dans les grottes de Samoun. Il est allé, donc les grottes de Samoun, c'est une espèce de grotte où il y a des momies partout. C'est limite cauchemardesque, là, que vous parliez tout à l'heure de Dante aux enfers. Eh bien, c'est un peu ça, les grottes de Samoun. Et d'ailleurs, le lieu n'a pas bonne réputation. Donc non, ce ne sont pas des momies qui ont été ramenées par Flaubert, mais en revanche, il y a la deuxième momie, donc qui n'est pas la ptoléméenne, c'est une momie d'un monsieur, d'un homme, et ce monsieur est habillé en franc-maçon avec ses décors, donc il a le cordon, il a le tablier. Et je me dis, mais c'est un franc-maçon momifié. Et non, on ne sait pas, on ne sait pas ce que c'est. Et moi, je me rappelle effectivement de ce que dit Chateaubriand quant au décès de Talleyrand. Il dit, voilà, Talleyrand, qui était un grand maçon écossais, eh bien, à sa mort, il a été momifié. C'est-à-dire que tous les grands maçons écossais étaient momifiés. Ah oui. Et donc, je voyais une espèce de Talleyrand bis à côté de cette momie au musée Flaubert, et je me suis dit, mais ce monsieur est un personnage important, qui a été momifié certainement au milieu du 19e siècle. S'il est ici dans le musée Flaubert, donc chez Flaubert, c'est qu'il y a un lien entre Flaubert et la franc-maçonnerie, forcément. Et alors là, vous soulevez des questions. Alors là, qui gêne. Je cherche. Alors après, ça a été dur de trouver des preuves de cette franc-maçonnerie de Gustave Flaubert, parce qu'il y a eu des concours de circonstances des plus déroutants. Par exemple, le tableau que vous avez sur la couverture du livre est un tableau qui vient de New York. Alors il arrive au moment où je m'intéresse à la franc-maçonnerie de Gustave Flaubert. Je ne savais pas que ce tableau existait. Et alors ce tableau, décrivez-le nous, parce que à la radio, on ne voit pas bien. Donc on a Flaubert habillé avec les codes couleurs de la franc-maçonnerie. Donc il est habillé en bleu, blanc, rouge, et il a effectivement ce qu'il va décrire, entre autres dans la Tentation de Saint-Antoine, ce turban or qui est associé au crâne, là où se passent les conflits, là dans cette caverne, en fait, cette caverne mystique, qui lui, effectivement, quand on le voit sur cette peinture, a priori, il s'est débarrassé de toutes les tentations, puisqu'il a ce turban or qui est effectivement la couleur de la hiérophanie
en maçonnerie. Hiérophanie, ça veut dire hiéro, c'est sacré. Et hierophanie, c'est voir la lumière. Alors l'euphanie, c'est la lumière. Okay. C'est-à-dire que celui qui arrive à une hierophanie a cette possibilité de revoir l'aura des gens, a une empathie sur ce que la personne pense. Donc on peut même dire que la personne ressent éventuellement les problèmes de santé des personnes, et donc hiérophanie, celui qui voit la lumière, voilà, qui voit la lumière, et la théophanie, bien c'est la lumière divine. Hein, d'accord. Alors, le premier indice, c'est que le père de Gustave Flaubert, qui était un grand chirurgien rouennais, lui était franc-maçon. Alors ça, j'ai découvert ça comment ? Eh bien, en fait, Flaubert est un enfant turbulent, et donc il ne passera pas son bac au lycée Corneille. Enfin, maintenant, à l'époque, ça s'appelait pas le lycée Corneille, mais c'était le lycée Corneille. C'est le lycée Corneille d'aujourd'hui à Rouen, et il va passer son bac en candidat libre. Et à partir de là, il est pris en charge par des amis du père. Et on a donc deux personnes importantes, donc le docteur Jules Cloquet et Langlois Huguenin du Pont de l'Arche. Et c'est donc Langlois Huguenin du Pont de l'Arche, eh bien c'est un initié. Hein. Quand on regarde des gravures et des dessins de Langlois Huguenin du Pont de l'Arche, hein, donc on en a une entre autres dans le DVD, elle est présentée dans le DVD du livre, eh bien on a une gravure qui représente le 30e degré du rite écossais ancien accepté. Et on s'aperçoit que cette gravure, eh bien, va inspirer Flaubert dans ses œuvres de jeunesse. Ça signifie que ces messieurs, donc le docteur Cloquet et Langlois Huguenin du Pont de l'Arche, étaient maçons, amis avec le père de Gustave Flaubert, qu'il était donc aussi, forcément. Et c'est eux qui vont s'occuper d'éduquer Flaubert, que ce soit au niveau du dessin, parce que Langlois Huguenin du Pont de l'Arche, c'est son professeur de dessin, et donc le docteur Jules Cloquet, qui est un des plus grands médecins de son époque, avec Achille Cléophas Flaubert, eh bien, va l'emmener dans le sud de la France, lui faire découvrir les racines indo-européennes de l'histoire, en fait, de l'histoire de France, quoi. Oui. Voilà. Alors, avant, il faut bien rappeler que Gustave Flaubert vit à l'intérieur de l'hôpital et qu'il y voit des choses qui sont peu ragoûtantes. Alors ça c'est très intéressant effectivement de dire ça, parce qu'il y a vraiment il est un peu accablé. Alors accablé parce que quand il regarde par sa fenêtre, il voit tous les cadavres qui n'ont pas survécu aux opérations, qui sont morts de maladies, il est enfant, il voit ça, c'est un peu comme un quotidien. Sa chambre, en quelque sorte, entre sa chambre et la salle des malades, bien c'est un mur, il est séparé que d'un mur. Et quand on voit en plus les gravures très chargées de Langlois Huguenin du Pont de l'Arche, eh bien ça c'est un peu le bouquet, hein, parce que on a un fatalisme des plus terribles, oui, qu'ils ont présenté dans les travaux de ce monsieur, hein, qui est à l'origine d'ailleurs des sociétés savantes à Rouen. On a l'impression que toutes les horreurs qu'il a vues, beaucoup trop jeune, ont cassé quelque chose en lui, en quelque sorte. Alors, il y a effectivement... Il a perdu toute espérance. Alors, je pense que ça vient aussi de l'enseignement qu'il a reçu. Et l'enseignement, bien sûr. Hein, quand Flaubert écrit La Danse des Morts, hein, donc là on est sur une œuvre de jeunesse de Gustave Flaubert. Qu'est-ce que c'est que cette Danse des Morts ? Alors, la Danse des Morts... Vous nous ouvrez des horizons sur Flaubert inouïs. En même temps, je suis surpris que personne ne se soit intéressé à ça avant moi, parce que c'est quand même le b.a.-ba. Alors il y a énormément de rabâchage. Je vais vous dire, les grands écrivains sont tellement immenses que un siècle ne suffit pas. Un siècle de spécialistes et de gens qui approfondissent l'œuvre. À chaque fois qu'on plonge dans une grande œuvre,
on y découvre quelque chose. Oui, c'est vrai. Comme les fonds. Tout à fait. C'est comme les fonds sous-marins. Tout à fait, c'est exactement ça. Et c'est le propre des grandes œuvres, c'est d'y trouver tout le temps quelque chose. Mais peut-être aussi qu'il y a eu des gens qui ont été mis de côté. Par exemple, Langlois du Pont de l'Arche, c'est quand même une des personnalités de la ville de Rouen du début du 19e siècle. Pourquoi ce monsieur est oublié ? Ça, cher Olivier Renet, il y a beaucoup de gens qui sont oubliés. Oui, voilà, tout à fait. Il y a énormément de gens qui sont oubliés. Alors là, j'ai cette gravure dont je vous ai parlé de Langlois du Pont de l'Arche. On voit très très bien la dureté. Je vais vous la montrer, la dureté du sujet. Alors on ne peut pas ne pas imaginer qu'à partir de là, Flaubert ne soit pas devenu un peu fataliste et qu'il est un peu désespéré. Regardez. Et alors ça, c'est la vision de... Alors ça, c'est une gravure qui représente le 30e degré du rite écossais ancien accepté. Et on a effectivement cette danse des morts que vous me demandiez tout à l'heure d'où ça vient. C'est ça, oui. Et on voit que tout le monde est à sa place et que personne ne peut changer de sa place. Oui. Et on voit aussi derrière Lucifer qui, avec sa torche, montre la direction aux morts. Les vivants sont des morts. Et derrière, on a Chronos qui, avec son fouet, emmène le troupeau. Et là, on s'aperçoit, c'est une chose tout à fait intéressante, c'est que derrière la colonne, eh bien, on a la féminité sacrée. Donc là, on retrouve la Vierge Marie, donc qui incarne l'au-delà. L'au-delà est féminin et on le voit avec cette gravure qui montre que la plupart vont finir au centre de la Terre, mais heureusement, quelques-uns seront sauvés. Vous voyez, c'est quand même étonnant. Alors, quand on travaille sur ce genre de documents, alors qu'on a 15 ans et qu'on s'en inspire pour écrire ses œuvres de jeunesse, on ne peut pas ne pas être fataliste. Ça marque. C'est une éducation violente qu'il a reçue. C'est une éducation violente, oui. Mais c'est sûr, on a l'impression que... Bon, puis l'une des richesses de votre livre, c'est aussi des citations de Flaubert qu'on ne connaît jamais, qu'on n'a jamais lues. Et on voit une désespérance, un rejet. Mais bon, il y a eu d'autres raisons après, et nous allons en parler. Alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est... tous ces grands livres, ça c'est connu... mais il y a, vous mettez en valeur alors vous dites aussi que les enfants de francs-maçons sont considérés comme des francs-maçons. À l'époque, effectivement. Eux aussi. C'est une façon de recruter, évidemment. À cette époque, c'était comme ça. Maintenant, ça ne l'est plus, mais à l'époque, c'était comme ça. Les fils de maçons étaient maçons d'office. Et d'ailleurs, quand ils étaient initiés, ils n'avaient pas de bandeau sur les yeux, mais un bandeau translucide. Quand on regarde les initiations des hauts grades en maçonnerie, c'est quand on arrive au 4e degré qu'on est initié avec un bandeau translucide. C'est-à-dire que le fils de maçon est déjà initié avant d'être maçon, puisqu'il est fils de maçon. Oui. D'où le bandeau translucide. Alors, une auditrice nous dit qu'elle possède un exemplaire de Salammbô de la collection française de l'éditeur Henri Siral, 1928, avec de très belles illustrations de Suzanne Raphaël Lagneau. Connaissez-vous cette collection et ce livre-là? Alors, je connais Salammbô, bien sûr. L'édition originale, c'est Lévy. Mais je ne connais pas toutes. Je ne connais pas toutes les éditions parce qu'il y en a eu tellement. Bien sûr, c'est évident. Oui, c'est évident. Alors, vous mettez en valeur plusieurs choses. Vous mettez en valeur l'opposition de deux faits principaux qui n'ont rien de littéraire. C'est le combat de Flaubert pour ériger une statue, un buste de Louis Bouilhet, au-dessus d'une fontaine, et le refus de la municipalité d'accepter cette proposition, parce que c'était une proposition financée, en fait. Tout à fait, Flaubert. Et alors là, c'est une fontaine, c'est utile, c'est esthétique, c'était un très grand sculpteur. C'est pas comme notre franc-manger actuel. On ne dégageait pas quelque chose pour y mettre quelque chose de laid. Non.
utile, esthétique. La municipalité refuse. Alors, plantez-nous le décor, s'il vous plaît, Olivier Renet. Alors ça, c'est un épisode qui est assez, qui montre au bout du compte l'éternelle sottise et ce contre quoi Flaubert se battait. Donc on a Louis Bouilhet qui quand même un écrivain qui a une notoriété parisienne et qui a aussi et qui est aussi le responsable de la bibliothèque de Rouen. Oui, c'est quand même pas n'importe qui. Donc, de par ses travaux d'écrivain, Louis Bouilhet avait été reconnu par ses pairs sur Paris, hein, donc les frères Goncourt, Georges Sand, etc., etc. Et donc, lorsque Louis Bouilhet décède, ces gens se réunissent et montent une cagnotte pour, de manière légitime, faire en sorte qu'il y ait un buste à la mémoire de Louis Bouilhet, qui a quand même eu un rôle important dans la littérature française. Mais ça ne plaît pas à la mairie de Rouen de l'époque, et donc ils vont refuser, malgré le fait que ce soit financé, l'implantation de cette statue avec des prétextes complètement hallucinants, comme quoi c'était pas vrai Rouennais, que c'est pas vraiment un écrivain, etc. Enfin, ils ont trouvé des trucs totalement ahurissantes donc Flaubert a dû s'énerver et donc écrire une lettre. Il écrit une lettre absolument fantastique dont je voudrais vous lire quelques parties parce que c'est quand même très drôle. Que craignez-vous donc, ô adjoint chargé spécialement des beaux-arts? L'encombrement sur vos places publiques? Mais les poètes, comme celui-là, ne vous en déplaise, ne sont pas précisément innombrables. Depuis que vous avez refusé d'accepter son buste, malgré le don de notre Fontaine, vous avez perdu un des vôtres, votre adjoint, M. Tubeuf. Je ne voudrais rien dire de méséant, ni outrager le deuil d'une famille que je n'ai pas l'honneur de connaître, mais il me semble que, dès maintenant, Nicolas Louis-Juste Tubeuf est aussi ignoré qu'un pharaon de la 23e dynastie, tandis que le nom de Bouilhet s'étale aux vitrines de toutes les librairies d'Europe qu'on monte haïssé à Saint-Pétersbourg et à Londres, que ces pièces seront jouées, ces vers réimprimés dans 6 ans, dans 20 ans, dans 100 ans peut-être, et au-delà. Là, il est allé un peu loin, Bouilhet n'est plus tellement lu. Car on ne vit dans la mémoire des hommes que si on leur a donné de grands amusements ou rendu de grands services. Vous n'êtes pas fait pour nous fournir les uns, accordez-nous les autres. Et au lieu de vous livrer à la critique littéraire, distraction en dehors de votre compétence, occupez-vous des choses plus sérieuses telles que la construction d'un pont fixe, la construction d'entrepôts-magasins sur la rive droite de la Seine, l'élargissement de la rue Grand-Pont, le percement d'une rue allant du palais de justice au quai, la vente des docks, l'achèvement de la sempiternelle flèche de la cathédrale, etc., etc. Vous possédez ainsi par-devers vous une jolie collection qu'on pourrait nommer « Muséum des projets ajournés ». La clé en est remise par chaque administration qui s'évanouit à celle qui lui succède. Tant on a peur de se compromettre, tant on redoute d'agir. La circonspection passe pour une telle vertu que l'initiative devient un crime. Être médiocre ne nuit pas, mais avant tout, il faut se garder d'entreprendre. C'est quand même drôle. C'est sûr. Il est absolument foudrage, donc il se déchaîne et il termine par conservateur qui ne conservait rien. Et puis alors la conclusion qui est très agressive. La noblesse française s'est perdue pour avoir eu pendant 2 siècles les sentiments d'une valetaille. La fin de la bourgeoisie commence parce qu'elle a ceux de la populace. Je ne vois pas qu'elle lise d'autres journaux, qu'elle se régale d'une musique différente, qu'elle ait des plaisirs plus relevés. Chez l'une comme chez l'autre, c'est le même amour de l'argent, le même respect du fait accompli, le même besoin d'idoles pour les détruire, la même haine de toute supériorité, le même esprit de dénigrement, la même crasse ignorance. Ils sont 700 à l'Assemblée nationale.
Combien y en a-t-il qui puissent dire les noms des principaux traités de notre histoire ou les dates des 6 rois de France, qui sachent les premiers éléments de l'économie politique, qui ait lu seulement Bastia ? La municipalité de Rouen, qui tout entière a nié le mérite d'un poète, ignore peut-être les règles de la versification. Et elle n'a pas besoin de les savoir, tant elle ne se mêle pas de vers. Pour être respectée par ce qui est en dessous, respectez donc ce qui est au-dessus. Avant d'envoyer le peuple à l'école, allez-y vous-même. C'est quand même drôle. C'est une vraie gifle, là. Classes éclairées, éclairez-vous. À cause de ce mépris pour l'intelligence, vous vous croyez plein de bon sens, positif, pratique. Mais on est véritablement pratique qu'à condition d'être un peu plus. Vous ne jouiriez pas de tous les bienfaits de l'industrie si vos pères du XVIIIe siècle n'avaient eu pour idéal que l'utilité matérielle. A-t-on assez plaisanté l'Allemagne sur ses idéologues, ses rêveurs, ses poètes nuageux ? Vous avez vu, hélas, où l'on conduit ces nuages. Vos milliards l'ont payé de tout le temps qu'elle n'avait point perdu à bâtir des systèmes. Il me semble que le rêveur Fichte a réorganisé l'armée prussienne après Iéna et que le poète Kirner a poussé contre nous quelques uhlans vers 1813. Ce jugement de la bourgeoisie rouennaise est très agressif. Et alors, il y a une autre raison pour laquelle il n'aime pas la bourgeoisie rouennaise, Olivier Renet, laquelle ? Alors, c'est intéressant de comprendre un peu quelles étaient ses relations avec cette bourgeoisie rouennaise. Alors, il faut savoir que Rouen, c'est quand même la 2e ville de France. À l'époque. Et pourquoi ? Parce que c'est un carrefour entre Le Havre et Paris, et c'est aussi un lieu de culture sacrée, comme assez rare. C'est-à-dire que vous avez la famille de Belfond, qui quand même qui s'est investie entre autres avec le monastère de Belfond, donc qui se trouve en haut de la rue voisine. Donc cette école n'existe plus aujourd'hui parce qu'elle a été vendue. Mais en même temps, c'est l'histoire de la ville de Rouen qui se trouve ici. Et donc avec cette famille de Belfond, on a toute l'éducation d'une élite ou des enfants qui va être mis en place, et le monastère va être fréquenté par tous les grands du pays. Alors ensuite, il y a le lieu stratégique qui est le lieu du commerce, entre ce lien entre Le Havre et Paris. D'où le fait que va être installée à Rouen, donc très exactement à Croissé, la première raffinerie de France de pétrole. C'est-à-dire que le pétrole venait de Pennsylvanie, arrivé jusqu'à Dieppe-d'El-Croissé où était stocké le pétrole et a été raffiné sur une île pratiquement en face de chez Flaubert. Ce pétrole, eh bien, c'est entre autres le brevet Rockefeller du pétrole lampant. C'est-à-dire que Rockefeller déjà commençait à envahir ses tentacules un peu partout. Et c'est toujours une histoire de pétrole. Oui, il y a une permanence, je trouve. Oui, c'est tout à fait. Oui. Et c'est un ami qui est un bourgeois rouennais de Gustave Flaubert qui va être le patron de la Lucine, c'est Alfred Guérard. Donc il connaît très bien cette bourgeoisie qu'il fréquente, qu'il le cite comme étant, alors il l'a dans le livre, il présente un peu il y a Duplan, Guérard et bien d'autres qu'il cite comme étant de bons joyeux francs-maçons. Et donc, à partir de là, il connaît très bien cette bourgeoisie et il voit la désacralisation de ces personnes qui, par ignorance, au bout du compte, se retrouvent en quelque sorte à privilégier l'intérêt de l'immédiat au sacré et à l'art. Voilà. Donc ça l'énerve fondamentalement et il va leur faire la guerre et il va
les critiquer. Mais en même temps, Flaubert avait quand même un caractère de gaucher. C'est un gaucher et il critiquait beaucoup. Ah bon, parce que les gauchers sont... Oui, c'est ce qu'on dit. On dit que les gauchers ont un tempérament. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Un ami qui signe Charles VII, parce qu'il a joué le Charles VII de l'Alouette d'Anouilh, nous dit il ne faut pas en conclure sans avoir dit que Flaubert nous a donné à la fin de sa vie 3 bijoux illustrant exactement ses sentiments et les sentiments et les vertus chrétiennes sous la forme de 3 contes, bien sûr. Tout à fait. Alors là, on rentre dans la passion que Flaubert a pour le sacré. Il va travailler sur la tentation de Saint-Antoine. La tentation de Saint-Antoine, c'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'enfer de Dante. C'est la lutte d'un père du désert, chrétien d'Orient, égyptien, ermite, qui va être confronté à cette lutte entre le diable qu'il va apprivoiser, parce que il ne peut pas vaincre le diable, mais il l'apprivoise. Et pour travailler ce texte, Flaubert va mettre pratiquement toute sa vie. Ce qui est étonnant, c'est que toute notre littérature, toute notre civilisation a accepté l'existence du diable, a reconnu l'existence du diable, l'a évoqué. Et notre temps est tellement matérialiste que on a dégagé Dieu et le diable. C'est une aberration. Et on se retrouve complètement possédé par le diable. Tout à fait. On devient esclave. Le diable a bien joué. Très étonnant. Et ceux qui disent attention au diable sont ostracisés. Ce qui est quand même assez inouï. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir, quand on est à Côtebec-en-Caux, à côté de l'église de Côtebec-en-Caux, on a Saint-Antoine qui tient son cochon en laisse. Ça signifie qu'il ne peut pas s'en débarrasser. Il le tient en laisse. Il le tient en laisse, il l'apprivoise. C'est-à-dire on en conclut quoi ? On en conclut qu'on ne peut pas éliminer le diable. En revanche, le seul moyen de s'en débarrasser, entre guillemets, c'est de le maîtriser, c'est de l'apprivoiser. C'est très très beau ce que vous dites. Ça tombe pile. Mais en même temps, du moment. En même temps, c'est aussi ce que défend Flaubert dans son œuvre. Oui. Moi, j'ai découvert ça en cherchant justement les sujets complexes que Flaubert pouvait traiter. Donc, il y a aussi encore une autre information par rapport au texte de Flaubert, c'est que Flaubert, comme il était maçon, faisait comme la plupart de tous ses contemporains, il cryptait ses œuvres. Donc il y a plusieurs langages, plusieurs sens extérieurs, et il y a un sens caché. Donc il y a d'abord un métalangage quand il travaille sur les couleurs. Donc il signifie quelque chose, et ensuite sur une sorte de langue des oiseaux ou sur des doctrines mathématiques spirituelles comme Bacon a pu les mettre en place. Il va écrire un texte dans le texte. Et ça, c'est un terrain qui n'a pas encore été exploré. Je ne pense pas que je le ferai, parce que c'est un travail d'une vie quand même, de faire un travail sur ce sujet. Mais en même temps, je m'en suis aperçu. Alors, cette affaire de Luciline va l'entraîner très loin, parce que sa nièce est engagée dans cette affaire. Alors, là... Luciline, c'est Lucifer. Alors... Luciline, en fait, c'est un mot qui veut dire chemin en anglais, et Lucie, donc c'est la lumière. Et quand on regarde la gravure que je vous ai montrée tout à l'heure, on est quand même sur le pétrole lampant, et on retrouve un peu ce personnage qui tient une torche, et qui s'appelle Lucifer. Et en même temps, il faut savoir que Guérard était quand même maçon, et donc à travers cela, il présentait les chemins de Lucifer. Lucifer, celui qui porte la lumière. Alors, effectivement, le porteur de la lumière, mais en même temps, effectivement, c'est pas forcément une entité très positive, parce que quand il suffit de regarder la gravure qui est là, elle n'a pas vraiment de compassion pour cette troupe humaine. Donc, effectivement, celui qui l'ignore devient son esclave. Ça, on est tout à fait d'accord. Ça, c'est... Il risque la mort, c'est ça qui est de plus affreux. Oui. Alors, racontez-nous cette histoire avec sa nièce, donc sa nièce qu'il aimait beaucoup, il n'avait pas d'enfant. Là, on est après la guerre de 70, parce qu'il faut savoir que il y a des moments clés dans la vie de Flaubert, et
on peut prendre comme référence le candidat, donc on est en 74, comme étant un point de repère par rapport à la vie de Flaubert. Alors, c'est pas très connu, le candidat, parce que c'est un texte très antidémocratique. Alors, le candidat, c'est exactement, c'est une redite de la lettre que vous avez lue tout à l'heure, où il se moque de la perversion des hommes politiques, et il les ridiculise. Ouais. Sauf que il le fait en 74, et il le fait un an avant l'amendement Vallon, qui est fondamentalement le triomphe du suffrage universel et du candidat, au bout du compte. Donc ça va pas très bien se passer. C'est-à-dire qu'il est quand même très prémonitoire, le gars. Il a un train d'avance. Il a un train d'avance. Il est prophète. Oui, il est prophète. Et donc, comme il a tendance un peu à maltraiter un peu cette bourgeoisie rouennaise commerciale et puissante, parce que quand vous avez Alfred Guérard, il est quand même en connexion avec la finance internationale. Oui. Hein, et puis il y a une autre accusation qu'il porte sur ces bourgeois rouennais, c'est qu'ils ont fait leur fortune avec le commerce triangulaire. Tout à fait. Alors là, je pensais que c'était Bordeaux et Nantes, mais je ne savais pas que ma Normandie était mouillée aussi. C'est le Havre et Rouen. C'est l'univers des armateurs. Ouais, qui contrôle le commerce international à cette époque? Ce sont les armateurs. Donc les armateurs faisaient feu de tout bois et ont fait beaucoup d'argent avec le commerce des esclaves. Et là, on est sur des millions de personnes qui sont mortes et qui ont été maltraitées par une franc-maçonnerie bourgeoise et sans scrupules. C'est-à-dire que on peut qui vise le bien de l'humanité, bien évidemment. Alors là, on peut se dire qu'il y a une imposture de la part de la maçonnerie contemporaine qui définit l'origine de la maçonnerie comme étant une démarche humaniste. Il suffit de regarder. Ça dépend pour qui. Alors, il suffit de regarder un peu. Là, je ne vais pas citer tous les grands maîtres du Grand Orient de France parce qu'on n'en finirait pas. Mais si on prend 1773, c'est le cousin de Louis XV. C'est donc Louis XV qui autorise, puisque Louis XV avait supprimé la maçonnerie, qui autorise la création de la maçonnerie. Pourquoi ? Parce que cette maçonnerie doit être pour la protection du roi et doit être aussi pour la protection de l'Église. Oui. Alors après, on s'aperçoit avec Joseph Bonaparte, le frère de Napoléon, c'est le grand maître du Grand Orient de France. On a Lucien Murat, donc qui est le cousin de Napoléon III. Et comme ça se passe pas très bien, Napoléon III va le remplacer par le maréchal Magnan, qu'il va initier en 48 heures, grand maître du 33e degré et grand maître du Grand Orient de France. On est sur quelque chose qui est associé au pouvoir. C'est un élément du pouvoir. Et au moment de la Commune, on nous fait croire que les francs-maçons qui étaient sur les barricades étaient la maçonnerie, mais non, c'était quelques dissidents, ils étaient 1500, et d'ailleurs, ils n'ont pas survécu, puisque la liste des survivants a été donnée à Thiers pour qu'ils soient exécutés. Donc le Grand Orient de France a achevé ces dissidents au moment de la Commune. Hein. Et d'ailleurs, le grand maître du Grand Orient de France, qui s'appelait à l'époque Laribière, a eu une promotion et est devenu préfet des Charentes-Maritimes. Des Alpes-Maritimes. Voilà. Vous voyez, donc on peut pas vraiment dire que c'est quelque chose qui a un lien avec l'humanisme. Mais par contre, ça a un lien avec l'argent et le pouvoir. Et la domination. Tout à fait. Alors, quelques citations pour terminer de Flaubert. Une auditrice nous dit « Ça va mieux en le disant, on ne peut tenir le diable en laisse qu'avec l'aide du Seigneur et de sa mère, bien sûr, c'est ce que faisait Saint-Antoine. » Tout à fait, on est sur le secteur du féminin sacré. Le féminin, c'est en quelque sorte le divin. On peut aller jusque-là. Et à partir de là, on ne peut pas apprivoiser le diable si on n'a pas l'assistance du féminin sacré. On est sur la Belle au bois dormant, on est sur tous ces contes de fées qui présentent cette force féminine qu'il faut honorer pour pouvoir vaincre le diable, l'apprivoiser. Il vaut mieux s'adresser à Marie. Oui, mais en même temps, ce sont des métaphores. Vous voyez, c'est pour les enfants. Oui. C'est Mais en tout cas, bon, voilà encore ces
ces 2 citations sur lesquelles je vais terminer l'émission. C'est peut-être un monstrueux orgueil, mais le diable m'emporte si je ne me sens pas aussi sympathique pour les poux qui rongent un gueux que pour les gueux. Je suis sûre d'ailleurs que les hommes ne sont pas plus frères les uns aux autres que les feuilles des bois ne sont pareilles. Elles se tourmentent ensemble, voilà tout. Ça, c'est dans une lettre à Louise Collet en 1853. Et puis, dans son aventure donc sur la Luciline, de temps à autre, dans les villes, j'ouvre un journal. Il me semble que nous allons rondement, nous dansons, non pas sur un volcan, mais sur la planche d'une latrine qui m'a l'air passablement pourrie. La société prochaine ira se noyer dans la merde de 19 siècles et on l'on gueulera raide. Là, on sent l'écrivain, on sent le prophète, on sent le... Oui, on est sur quelqu'un qui est initié. On peut pas le dire, on ne peut pas ne pas le dire. Il voyait ce qui allait se passer dans l'avenir, c'est clair, c'est sûr. C'est sûr, oui. C'est sûr. Et donc, si... Et ce qui se passait déjà en son temps. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre les livres du jour, Trésors en poche, dirigés par Anne Brassier, diffusés en direct jeudi 3 décembre 2015 de 10h45 à 11h45. Ils sont diffusés en différé dans l'après-midi de 14h à 15h, vendredi 4 de 6h à 7h, samedi 5 de 19h à 20h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ces livres du jour ont été réalisés par Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce